Titre ou comment l'architecture et l'urbanisme peuvent éventuellement contribuer à l'édification de cités démocratiques et écologiques. Donc j'ai mis un S parce que la cité, c'est toujours un peu, comment dire, au singulier, ça peut être plus gênant. Alors, il y a trois parties dans cette rapide présentation. Je voulais mettre, pour échanger, ce petit dessin de Le Corbusier, là, qui avait bien compris que finalement la question spatiale, elle n'était pas évidente et qu'il y avait, entre bâtir et habiter, voilà, peut-être l'histoire d'un divorce entre justement l'idéal de cité et la construction des villes. Ensuite, on fera une petite parenthèse qui s'appelle quelques repérages dans les pensées de l'écologie pour alimenter ou la situation présente. Et puis, je vous présenterai trois gestes pour essayer de reprendre au pied, puisque c'est le titre. Alors, quelques diapositives qu'on pourrait appeler une histoire des histoires urbaines. Avant d'essayer d'interroger là où on en est aujourd'hui, c'est toujours bien de demander si, en tout cas chez nous en Occident, il n'y a pas malgré tout des étapes qui valoriseraient cet idéal de la cité. Et donc, évidemment, voilà, j'en ai pris deux. Le terme de cité qui, chez les Grecs anciens, fait référence de manière indistincte, c'est ça, à la communauté humaine et à la forme constitutionnelle qu'elle adopte. La cité donc définit ainsi le cadre d'une société en tant qu'elle est politique. Deuxième étape, que je trouve assez intéressante, à la fin du Moyen-Âge, sous cette formule en allemand, la Stadtluft macht frei, l'ère de la ville qui rend libre, cette expression qui traduit la promesse d'une libération face à un statut social hérité immuable dans un ordre hiérarchique, c'est-à-dire que les serfs pouvaient partir et au bout d'un an, leur seigneur ne pouvait plus les attraper lorsqu'ils étaient en ville. Donc là, vous voyez qu'il y a un territoire finalement de promesses d'émancipation qui était important. Alors, il y a le texte et puis il y a les images, il y a un dialogue, mais ce que permettent de voir les images, c'est que on pourrait dire le substrat géométrique, si vous voulez, est assez indifférent puisqu'on a une forme concentrique et on a une forme géométrique stricte à partir de l'angle droit. Et vous voyez que finalement, les idéaux qu'on amène à la structure construite, pour le coup, là, sont assez indépendants on pourrait dire, d'un ADN géométrique. Si on va un peu plus vite et qu'on se dit qu'à la révolution industrielle, il s'est passé quelque chose de fondamental, l'explosion urbaine et l'interrogation sur la signification du fait urbain. Et alors, est-ce que c'est le creuset d'un projet civilisationnel progressif ? Il y a deux diapositives qui suivent, qui vont mettre en dialogue Lewis Mumford et puis Remkoulas. Vous voyez, à la fin de la Cité à travers l'histoire, Lewis Mumford, il a cette phrase, la cité a pour fonction primordiale, en fin de compte, d'aider l'homme à prendre conscience de son rôle historique et de la place qu'il occupe dans un ordre cosmique. Donc on pourrait dire, dans une tradition constructiviste progressif qui, dans toutes ces histoires de l'art, là, enfin de la ville là, se trouve bien confrontés aussi. Ils arrivent tous à la fin en se disant mais qu'est-ce qui se passe ? Ça explose encore et c'est l'habitat insalubre. Alors on voit bien que suite à la remise en cause de ce qu'on peut appeler le constructivisme social porté par le marxisme, on voit qu'on en parlait juste à l'instant, dans les années 80, fin des années 80 ou dans les années 80, il y a la fin des grands récits et l'avènement du néolibéralisme. Et là, on a la fabrique d'une ville générique façonnée par la main invisible du marché, si vous voulez, une pensée qui ne s'énonce pas beaucoup mais qui a une grande puissance. Vous voyez, la main invisible. Donc ça, et on voit bien, là, il a été nommé Remkoulas qui a jonglé sur cet événement, l'avènement du néolibéralisme, en montrant bien, on en parlait juste aussi à l'instant, que la place des professionnels de la ville sont comme des joueurs d'échecs qui perdent toujours face à la machine. Vous voyez, il y a quelque chose qui, de fait, cette main invisible est plus puissante que toutes les instances de régulation dans lesquelles on aimerait mettre le camp de tous les professionnels de la ville. Alors, vous voyez, on a ce contexte-là, néolibéral installé, et on se rend compte, si on fait cette histoire des histoires de la ville, que les histoires de la ville se concentrent
sur l'analyse de cette puissance productive de la globalisation, de ses effets contrastés et paradoxaux. Et bon, quelques ouvrages, si vous voulez, qui thématisent un petit peu cette histoire de la ville depuis le néolibéralisme, vont essayer de comprendre les dynamiques du flux, les dynamiques de la marchandisation, les dynamiques de ségrégation, de numérisation, de financiarisation. Ce qu'on comprend à cette aune-là, c'est que l'échelle n'est plus celle de la cité ou de la ville, mais plutôt du monde urbain globalisé. Alors, on va arriver sur le présent par ralentissement progressif de la fresque historique. Ces dernières décennies, la métropole est apparue comme nouvelle figure, on en a beaucoup entendu parler. Est-elle de nature à relier idéal de cité et ville de pierre? Alors, les critiques sont posées. Ce qu'on peut quand même dire, ce dernier ouvrage, La base de la médialisation de Pierre Verronne, est vraiment fait très clair et très concis. Pas de remise en jeu de la ségrégation, de la course au gigantisme, de la logique de profitabilité à court terme. Et les discours positifs sur la densité n'ont pas d'effet sur l'augmentation de l'artificialisation des sols. Voilà, je cite dans Alternative économique, le mois dernier, il y avait un article qui faisait une synthèse là-dessus, qui montrait qu'en 40 ans, si vous voulez, il y a plus de 20% d'habitants en France et plus de 70% de terres artificialisées. On fait beaucoup moins bien que nos voisins. Alors il y a des raisons à ça, mais ce n'est pas l'objet de la présentation ici. Mais on est à 42 km² pour 100 000 habitants contre 41 en Allemagne. Donc on voit qu'on pourrait restreindre beaucoup et que ce n'est pas lié à un dynamisme économique, mais à une habitude. La France étant un pays faiblement peuplé, on pourrait dire de rentabilité, c'est toujours plus facile, et on le voit avec les entrepôts Amazon, d'aller construire sur la pampa que de refaire la ville sur la ville. Donc on voit que là, il y a vraiment du travail à faire. Alors, dans ces histoires, des histoires urbaines, il y a des indicateurs nouveaux avec cette notion, vous savez, d'anthropocène. Les indicateurs de l'anthropocène, j'ai pris ça dans l'Atlas de l'anthropocène, qui est un petit bouquin quand même assez intéressant, qui déplace encore les réflexions, qui de l'analyse du monde urbain glisse vers de nouvelles dimensions plus systémiques et métaboliques autour de l'assise territoriale des sociétés et du fonctionnement des établissements humains. Alors, gaspillage, artificialisation des sols, dépenses immodérées de matière et d'énergie, empreinte écologique. Cette page montre que si on prenait tous les matériaux qu'on utilise pour fabriquer aujourd'hui le monde construit, vous voyez, on peut tartiner 10 cm sur l'ensemble de la partie immergée de la planète qui est en marron sur cette carte. Donc voilà l'artificialisation ramenée à notre effet réel. Et puis, pour dernière diapositive, pour poser le panorama de cette histoire des histoires urbaines, le temps historique qui structurait les récits de l'évolution des établissements humains, j'ai oublié un S, est distendu par son insertion dans une chronologie planétaire dans le temps long du processus de dominisation. L'Anthropocène, vous savez, c'est à la fois, on redécouvre ce temps long puisque c'est une histoire planétaire et un processus beaucoup plus long, et en même temps, on voit que l'ensemble des courbes, finalement, de dégradation ou d'emballement de l'activité humaine ramène un temps incroyablement court avec cette grande accélération qui est le principe de l'Anthropocène, et on le voit bien. Donc là encore, les registres d'intelligibilité qui ancraient, si vous voulez, l'analyse de la ville dans un temps historique, sont malmenés. Alors, ce très beau livre de Richard Sennett, Bâtir et habiter, parce qu'il pose des questions qui sont à gauche. Doit-on accepter la dépolitisation, la naturalisation de la matière urbaine, oublier son potentiel émancipateur? Y a-t-il irrémédiablement séparation entre la manière dont les villes sont construites et celle dont les hommes veulent y vivre ou veulent les habiter? Et l'urbanisme, le monde urbain, comme plus grande construction humaine collective, donc de l'humanité, n'est-il qu'un emballement progressiste? Et là, il a un chapitre dans lequel il adosse cette question un peu inquiétante pour lui à une réflexion sur la thèse de la théorie de l'histoire de Walter Benjamin. Donc, la question que je vais nous poser maintenant pour la suite de cette présentation est la suivante. Peut-on voir, du fait de l'intensité englobante et plus vitale que prend cette aventure, puisque ce sont les conditions d'habitabilité de la planète qui sont menacées par le monde urbain aujourd'hui, donc l'obligation pour le monde désormais urbain d'atterrir, de reprendre pied, d'interrelier forme et récit, structure et effet, puissance matérielle et possibilités sociales et collectives. Comment réengager les liens entre idées politiques et volontarisme en urbanisme? Et là, on va
essayer en quoi les pensées de l'écologie ou la pensée écologique dans sa diversité peut-elle aider, déplacer et enrichir nos représentations, alimenter nos imaginaires de l'installation, reconfigurer des équilibres entre représentation théorique, culture de conception, usage des lieux. Et ce beau graphe de Banksy là qui montre comment dire, le paradoxe de la non-croyance dans le réchauffement climatique. Alors, j'ai deux diapositives qui essayent